All right, so it looks like a few more have joined in, so we'll get started. Alors, il semble que quelques personnes se sont joints à nous. Alors, de quelle façon trouver un juste équilibre pour attirer les partenaires en affaires? Je vais me présenter. Mon nom est Brownline McDonald et je suis la spécialiste au collège du centre. Ça fait 7 ans que je suis là et j'ai de l'expérience dans les études. Oui, je passe la parole à Andrew Johnson, qui est le gestionnaire au collège Mohawk, gère l'industrie et la communauté pour leur engagement. Et je travaille avec le CAD. Ça fait 6 ans que je suis là et je suis responsable donc de la connaissance. Alors, le Sheraton Industry Research Center a été établi en 2010. Nous recevons des octrois de la NSERC et MRIRE et nous sommes des spécialistes en recherche également. Alors, les, euh, le collège de Mohawk, en fait, a deux CAT établis en 2016 et nous avons été soutenus avec la SRCIE. Nous spécialisons dans l'interopérabilité et la santé numérique. Ça, c'est le volet médic. Le volet épique, en fait, nous sommes avec la CAD depuis 2020. Nous avons été financés également comme centre de recherche et nous tournons vers le contrôle de l'énergie, entre autres. Alors, ce dont nous avons discuté avec vous, en fait, est assez vaste, mais nous voulons donner un résumé afin de laisser du temps pour la période de questions. Nous allons parler du cadre de ce parcours, l'importance de développer une fidélisation et puis les différents outils de marketing qui réussissent, les pratiques exemplaires, parler de différents quatre, en fait trois qui ont différentes expériences de 1 an à 3 ans. Alors, la première chose avec quoi je vais débuter, c'est vous parler de quel est le parcours de l'acheteur. Ça peut être quelque chose de neuf pour certains d'entre vous et pour d'autres pas. Alors, ça, c'est un peu le processus décisionnel, de quelle façon on peut attirer les partenaires d'affaires et puis les différents projets. Alors, ce parcours va vous aider à réfléchir à certaines choses en termes de trouver les renseignements dont vous avez besoin pour les partenaires et quel est le temps. Alors, nous allons de gauche vers la droite avec la conscientisation, se faire connaître, être au courant des différents de difficultés, par exemple, la considération, les besoins, la décision, se concentrant sur la sécurisation d'un projet, la rétention, faire revenir ce partenaire à plusieurs reprises et puis transformer ces gens-là en personnes qui auront une bonne façon de vous défendre. Alors, nous avons un cadre simplifié pour un processus décisionnel. Et puis, nous avons des activités de communication qui ont lieu selon différentes ressources, tout en s'assurant qu'elles soient cohérentes. Alors, il faut que les gens savent quelle est leur place dans ce parcours-là et utiliser les renseignements dont ils ont besoin à travers tout ce processus. Alors, pour cette présentation, nous allons toutes les deux nous concentrer sur des petits conseils, des trucs que l'on peut se servir. Alors, ce sont des suggestions qui sont facilement applicables et de quelle façon se concentrer sur les choses que vous faites. Alors,
Une des choses que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a différents graphiques que vous pouvez voir sur le parcours de l'acheteur vis-à-vis cet entonnoir des ventes. Alors, on peut penser aux différences entre ces deux modèles-là. Du côté du parcours de l'acheteur qui se trouve à droite, représente la complexité de l'aspect décisionnel et de quelle façon ce n'est pas tout simplement ajouter une petite carte, ajouter un petit projet, tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en reconnaissant ces centres et ce que vous faites avec le client qui est votre partenaire, tandis que cet entonnoir ou ce goulot, si vous voulez, du parcours des acheteurs, en fait, ça représente un changement de réflexion et ça retire cette idée que vous êtes le gardien à la guérite, en fait. Non, c'est pas ça. Vous racontez ce que vous avez à dire pour attirer les partenaires d'affaires, beaucoup à voir avec qui vous êtes en tant que représentant également et d'expert. Et également, ça établit les exigences que vous avez sur les partenaires à écrire ce dont ils ont besoin. Nous savons que la pipeline des partenaires n'est aucunement linéaire, en autant que nous aimerions voir ça pour aller de l'avant avec un partenariat vers un projet absolu. Nous savons que tout ça n'est pas vrai, mais il faut se concentrer sur l'approche du client et ça nous aide à déterminer ce qui est requis, ce qu'il veut. Alors, vous voulez nous parler maintenant de la fidélisation? En fait, oui, parler de la fidélisation est très important, ça prend du temps. Pour nous, ça prend vraiment beaucoup de temps. Premièrement, l'industrie n'avait pas confiance en nous, ne nous comprenait pas et ne réalisait pas ce que l'on pouvait leur apporter. Alors, il faut savoir livrer un message et si le message ne fonctionne pas de la façon que vous aimeriez, alors vous essayez de trouver la bonne formulation pour que l'industrie vous comprenne et nous avons fait nos recherches. Même à ce jour, nous avons plusieurs exemples sur différentes entreprises qui sont à la recherche de percer. Souvent, il y a trop d'expérience, le message est trop compliqué. Il faut avoir un pourparler avec l'industrie et avoir également de relations avec les gouvernements. Alors, dans une occasion, nous avons offert notre soutien à des partenaires. De quelle façon déterminer ce dont ils avaient besoin? On voulait s'assurer qu'ils comprennent non seulement la règle, mais les exceptions également. Et c'est ce qui est important et primordial pour protéger les ententes IP et IDA. Et de cette façon-là, les partenaires pourront travailler ensemble pendant longtemps. Lorsque nous voyons des difficultés, nous essayons d'apporter les correctifs nécessaires afin d'être en syntonie avec le partenaire. Nous avons travaillé étroitement avec la ville de Toronto et avec tous les efforts. Nous ne sommes pas à un niveau de partenariat avec tout le monde, mais nous avons des experts dans l'industrie, dans notre domaine, des conseillers également, et de cette façon-là, ils reconnaissent notre habilité à les aider. Parfait. Et se basant sur cette fidélisation, souvent, vous savez que la fidélisation est un élément principal pour attirer des partenaires et afin qu'ils vous accompagnent à travers tout le parcours et qu'ils considèrent votre expertise comme une solution à leur projet. Et il faut bâtir cette fidélisation à travers une cohérence. En fait, vous savez que le meilleur outil de commercialisation est vraiment le bouche à oreille. Lorsque j'ai travaillé dans le domaine de la recherche pendant 6 ans,
c'est que, bon, souvent on utilise les annonces, mais cela ne bâtit pas la fidélisation. Alors, il faut être considéré comme quelqu'un en qui on a confiance et en ayant une personne comme partenaire dans l'industrie qui peuvent vous référer comme le CAT, par exemple. Il y a beaucoup de bouche à oreille à travers les démonstrations, les outils et tout ce que l'on peut faire. Vous savez, ce premier modèle numérique que nous avons utilisé durant la COVID, tel que nous l'avons tous fait, c'est de renforcer la fidélisation et utiliser le bouche à oreille, qui est notre outil primordial. Et à partir de cela, tout s'est éclairé. Alors, de cette façon-là, nous avons organisé des événements, des activités, des communications de mise en marché, tout cela en sachant que le bouche à oreille et la confiance, c'est toujours le meilleur des choses à utiliser, pas nécessairement cette annonce sur Google, mais c'est cette référence qui attire leur attention. En sachant que cela va main dans la main, alors nous avons plongé vers des exercices de communication approfondis et des activités également en utilisant le langage que nos partenaires et les gens qui nous appuyaient utilisaient. Alors, de quelle façon renforcer le bouche à oreille? Est-ce que vous voulez en parler avec Sheridan? Bon, chez Sheridan, nous avons commencé à mettre sur pied des événements de découverte en rejoignant différents experts de différentes agences et parler des occasions qui pourraient se présenter. Par exemple, un des panels, il y avait un représentatif de IRAP, MCI et NSERP et voir quelles étaient les recherches qui étaient les recherches et leurs découvertes que nous avions d'ores et déjà et qu'ils ont pu consulter. Les médias sociaux également. En fait, il y avait la partie visuelle qui renforçait l'existence de notre groupe, tel que mentionné précédemment. Nous avons établi des relations avec, par exemple, les gens comme la ville de Toronto, les gens qui avaient un pourparlers positif à notre égard. Et c'est un peu ce bouche à oreille que nous avons partagé avec l'industrie et ses clients. Et puis par la suite, les recommandations de la part d'un partenaire ou de la part d'une personne qui offre un plaidoyer pour notre cause. Alors, ça, c'est toujours un second partenaire qui vient se joindre à nous après ces recommandations. Merci. Et à Mohawk, il y a des chevauchements, bien sûr, lorsque nous parlons des personnes qui peuvent offrir un plaidoyer favorable à notre égard et ce que l'on peut utiliser dans nos industries et nos conférences sont concentrées sur l'éducation et c'était un moment très important lorsque nous nous sommes assis et avons réalisé que il y avait des personnes qui étaient passionnées sur les sujets, adoraient la technologie, adoraient l'innovation et cela nous aide à dire qu'il n'y avait pas seulement un intérêt humain ou de savoir-être également, mais ils étaient intéressés bien au-delà de cela au cas d'études et tout ce qui se passait, se concentrant sur la technologie et tout ce que nous faisons. Alors, nous l'avons fait en rehaussant notre crédibilité en travaillant avec des experts reconnus dans le domaine en santé numérique. Nous avons travaillé avec un des meneurs au Canada et de cette façon, afin de co-planifier l'événement, nous avons brossé la structure et ils nous ont fourni les conférenciers et tout cela dans leur expertise. On a passé beaucoup de temps sur les aspects éducationnels, les relations dans le média, les études de cas, des projets publiés dans les médias sociaux le plus possible. Et ça, c'est inscrit dans notre stratégie. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on allait fomenter justement le bouche à oreille.
Et des fois, les gens n'avaient pas accès à toute l'information, mais ça leur donnait, en fait, la puce à l'oreille. Et chaque élément de contenu, chaque rencontre avec eux, où on pouvait leur donner plus de détails, où les gens allaient faire des recherches sur Google, allait renforcer le, en fait, l'impression qu'ils allaient prendre cette bonne décision. Ils avaient déjà eu une référence de nos partenaires et après, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on renforçait notre crédibilité. Évidemment, ça a été utile parce qu'on essaie de créer du contenu qu'on peut mettre à l'échelle. Donc, tout ce qu'on a créé pour attirer ces partenaires, eh bien, on l'a réutilisé ailleurs. Donc, il faut être cohérent, c'est la clé. Et on fait ça dans notre plateforme ou de l'information écrite. Ce n'est pas grave si les gens font la même histoire plusieurs fois. Ce n'est pas un problème. Quand vous vous rendez au travail, vous allez voir la même affiche publicitaire. Ça ne veut pas dire que ça dilue l'information que vous recevez. Ce n'est pas grave s'il y a une duplication des messages, mais les messages sont là, c'est ce qui est important. Et ensuite, pour revenir à cet itinéraire de l'acheteur, ce qu'on fait au Collège Mohawk, c'est qu'on cartographie ce que l'on fait. Donc, avant de créer un projet, avant de nous lancer dans une activité, on se penche sur la question de façon critique et on se pose la question, comment est-ce que ça va attirer les partenaires de l'industrie? Comment est-ce que ça va nous aider à obtenir la considération des gens? Et dans la plupart des cas, en fait, ça va se dérouler sur plusieurs phases. Donc, tout le monde a des ressources limitées. Assurez-vous que ce que vous faites peut être réutilisé à plusieurs niveaux dans ce parcours de l'acheteur. Donc, ici, il y a plusieurs outils, occasions, et je vais passer la parole à ma collègue qui va parler des subventions et des autres sources de revenus. Donc, c'est important de faire entrer en jeu plusieurs sortes de partenaires. Ensuite, on fait aussi une analyse des sources de revenus. Au début, on se concentrait sur les subventions. Ça a fonctionné pour nous au début, mais on s'est rendu compte rapidement que si on voulait être durable, il fallait apporter des changements à cette stratégie. On n'a pas réussi à établir le coût d'obtention d'une subvention aussi. Des fois, ça prend beaucoup de temps avant de les obtenir. Et à Sheridan, on ne dépend pas que des subventions, c'est impossible. Et en fait, il faut comprendre notre approche non concurrentielle à la variation à la découverte de nouvelles sources de revenus. Nous avons élaboré un modèle de subvention qui était durable. On se penchait sur les structures de coûts et on essaie de déterminer quel était le coût de nos opérations. Et on a appris qu'on ne peut pas être durable dans un modèle collégial axé sur les subventions. On ne peut pas subvenir nos besoins dans cette industrie avec les seules subventions. On a des IPC qui démontrent que c'est impossible d'atteindre nos objectifs avec que des subventions. On travaille aussi dans une industrie qui évolue rapidement. Il y a de nouvelles technologies, des changements à tous les jours. Donc, on doit être en mesure de prendre nos propres choix dans cette industrie. Et ça, c'est mis en relief par la structure du système scolaire. Donc, il n'y a pas de fonds ou de financement pour le marketing ou pour l'administration. Il n'y a pas d'argent pour la recherche ni pour le développement de carrière. Les programmes de subvention évoluent ou échangent régulièrement. Donc, il y a des subventions VIP, mais à cause de leur structure, on ne peut pas les utiliser autant qu'on le faisait dans le passé. Donc, ça fait que c'est difficile de planifier pour l'avenir. Donc, ça veut dire qu'on avait un très faible potentiel de croissance et qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour évoluer dans l'industrie dans laquelle on se trouve. Nous avons du personnel de recherche rémunéré et c'est le seul moyen de rester dynamique et de travailler à la même vitesse que le reste de l'industrie. Il faut connaître la façon de fonctionner de l'industrie pour être attractif et aller chercher des partenaires de l'industrie. Avoir plusieurs sources de revenus nous permet d'avoir accès à des sources de financement diverses. Et nous avons maintenant des contrats de recherche rémunérés qui durent plusieurs années et des partenariats rémunérés avec plusieurs
partenaires. Donc, nous avons des fonds qu'on peut utiliser à notre discrétion pour faire de la recherche, du développement et autres. Nous voulons avoir au moins du financement assuré pour au moins un an pour nos opérations. On est encore en train d'expliquer à nos partenaires comment notre modèle de financement fonctionne et comment ce système utilisateur-payeur fonctionne également. Donc, c'est la conclusion de la présentation officielle. Maintenant, c'est la période de questions. Je crois que vous pouvez allumer votre micro et poser votre question de vive voix. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Je dirais qu'au Collège Mohawk, on essaie de dépendre de moins en moins des subventions également. Et on est au commencement du modèle 4. Donc, il y a des périodes où on va dépendre davantage des subventions, ou trop des subventions. Évidemment, c'est utile de varier notre source de revenus, mais le but, c'est d'être un organisme durable et d'avoir des services rémunérés, utilisateurs payeurs, qui vont couvrir nos frais. Hi. Bonjour, Bronwyn, did I hear that Bronwyn. you Est-ce que vous avez put dit aside the que equivalent vous of a avez year's mis de salary? côté l'équivalent d'un salaire annuel? Oui, c'est notre objectif. Donc, nous avons accumulé 8 mois en fait, de salaire pour notre personnel. Le but, c'est d'en arriver à 12 mois. Nous avons environ 15 employés. I wish we could do that, but J'aimerais bien pouvoir faire la même chose, mais avec 25 personnes sur l'équipe, c'est impossible. Oui, bien sûr, c'est un défi que de mettre de côté 12 mois de salaire pour tous vos employés. Il y a beaucoup de planification qui entre dans cette initiative. Et en plus, nous, l'argent qui était mis de côté, on l'a utilisé pour investir, pas pour couvrir les salaires. C'était des investissements qui n'étaient pas, qui nous donnent accès à des choses qui ne sont pas fournies par des programmes. Oui, on a un an de salaire d'accumuler, mais on a aussi de nouveaux projets qui entrent en jeu, de nouvelles subventions, et on a reporté tout ça. Donc, c'est un fonds de contingence. Si jamais il y a un écart entre deux projets, on veut simplement avoir un an de salaire assuré pour nous assurer qu'on est capable d'exister un an sans projet. Merci. Hey, Bronwyn. Bronwyn, How hard was it to get Sheridan to agree? est-ce que ça a été difficile d'avoir l'accord de Sheridan pour ce modèle à but non lucratif? On travaille encore là-dessus. C'est un projet de négociation. En fait, on essaie de les convaincre constamment. Donc, tous nos budgets doivent être ficelés d'ici la fin de l'exercice. Donc, on essaie de leur expliquer que nos revenus ne sont pas reportés à l'exercice financier suivant. Et ça a été une discussion qui a duré assez longtemps. Donc, c'est toujours une relation en évolution avec Sheridan pour que leur équipe de recherche comprenne, en fait, leur équipe comprenne l'avantage d'être en partenariat avec nous et de continuer d'engager cette relation avec nous parce que il y a des avantages, mais on fait de notre mieux pour porter le projet à bout de bras. Donc, c'est un projet en cours, évidemment. Has Mohawk ever explored? Et Andrew, est-ce que le Collège Mohawk a déjà envisagé de devenir un organisme à but lucratif? C'est drôle parce qu'on en a parlé hier. Vous savez,
comme bon nombre de CAT, des règles à suivre. Et nous sommes soumis à des cycles haussiers et baissiers. Et lorsque les choses sont à la hausse, nous avons déjà eu 50 employés. Et le projet s'est terminé. C'était un projet de 3 ans. C'était un projet qui a été mené à bien, mais ensuite, il y a une contraction qui s'opère. Donc, nous sommes en train de nous pencher là-dessus. Parce que pour répondre à la question sur, attirer les bons partenaires, est-ce que ça nous permet d'avoir les bons talents? Et il y a des défis quand on veut embaucher des étudiants pour nous assurer qu'on roule à la bonne vitesse. Avec des fonds qui ne sont pas reconduits, c'est difficile de démontrer que nous avons assez de fonds en banque pour embaucher de nouveaux employés. On ne peut pas lancer ces nouveaux projets parce que nous n'avons pas les employés pour le faire. On ne peut pas obtenir les employés parce qu'on ne peut pas démontrer qu'on a les fonds. C'est un cercle vicieux. Et tout le monde essaie de sortir de ce cercle vicieux. Je ne connais pas les avantages et les inconvénients, mais je ne connais pas si la structure au Québec, comment ça fonctionnerait, mais être en contrôle de nos affaires nous aide à attirer les bons partenaires et être intimement lié à la marque collégiale, c'est un autre avantage. Vous avez raison. Because I guess we sort of live that reality at Tech. On a vécu la même chose que à Tech Accès Canada à l'époque où on était un projet du Collège George Brown et ensuite on est devenu un organisme à but non lucratif. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, j'apprécie beaucoup plus la nuance. On devient plus autonome, mais on perd le filet de sûreté que nous apporte le collège. Et à toutes les 2 semaines, il faut payer les salaires. C'est compliqué. Et je ne suis pas tout à fait surpris que personne à l'extérieur du Québec n'ait tenté d'utiliser ce modèle. Je sais que bon nombre de personnes y pensent, mais personne ne s'est lancé jusqu'à maintenant. Guess maybe a loaded question. J'ai une question piège. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il y a des profils de clients qui ne vous intéressent pas dans vos partenariats? La communauté des startups, avec cette communauté, c'est trop difficile. Ils aimeraient bien, mais on essaie de les orienter vers les projets de Capstone et les projets d'apprentissage expérientiel. On leur donne des conseils, on a cette conversation avec eux, on leur donne des conseils, mais du point de vue des subventions, c'est trop difficile. Et souvent, elles manquent de temps. Et dans un projet, pour qu'un projet fonctionne, il faut avoir le temps. Donc, on ne travaille pas beaucoup avec des startups. On essaie de les soutenir d'une autre façon, par l'entremise du collège. Nous, c'est un peu la même chose. Le modèle de startup est un défi pour nous. J'ai aussi trouvé que c'était un défi, même si une entreprise est plus mature, s'ils n'ont pas de technologistes ou de directeur de la technologie, ça pose des difficultés très importantes parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une communication à 2 directions avec nous. Et personne de leur côté ne peut travailler avec nous. Donc, on essaie de découvrir qui ils ont sur leur personnel, quel genre de poste ils ont, s'assurer qu'ils ont les bonnes personnes avant d'engager une relation avec eux. Oui, c'est une bonne question. Des fois, il y a des gens qui sont un peu à l'extérieur de ce monde. Quelle est la nature des entreprises avec lesquelles les CAT travaillent? Et je ne m'étais pas rendu compte que, en fait, il y a des termes ici, une terminologie qui était importante. Pré-accélérateur, post-accélérateur, pré-incubateur, post-incubateur. Je n'avais pas vu ça avant, mais je présume que les entreprises sont en accélération ou en décélération ou en incubation, en désincubation. En fait, je dirais que les accélérateurs ont peut-être du capital de risque, ils ont peut-être une équipe plus robuste.
Et c'est très facile de s'emballer dans ce genre de projet. Mais si ces startups n'ont pas de plan d'affaires en règle, en fait, ça allume des lumières rouges. Et évidemment, des fois, il y a des personnes qui ont pris leur retraite et qui pensent que de travailler au collège, c'est une solution facile et que de plaisir. Et des fois, il faut crever la bulle des gens. Il y a un objectif financier ici et on doit remettre de l'argent, en fait, sur la table, euh, rendre des comptes au gouvernement et on doit contribuer à l'économie canadienne également. Donc, il faut qu'il y ait des conversations sérieuses. Des fois, on doit leur dire qu'on ne peut pas les aider. Hi there. I had I'm Michelle Bamji Mirza from la Cité Collegiale. Michel, de l'Institut NGF à Ottawa. Nous avons un technicien, en fait, une équipe de techniciens de 7 employés à temps plein. Une de mes responsabilités, c'est de contribuer à l'effort d'attraction des gens du milieu technologique. Nous faisons de la recherche pour mettre en œuvre la technologie dans le monde agricole et nous essayons d'obtenir plus de clients dans ce domaine. Donc, c'est un petit 4 et aussi je gère de bon nombre de projets et j'aimerais avoir des conseils sur les meilleurs moyens d'attirer des clients. Parce que nous avons des infrastructures, nous avons 7 millions de dollars d'équipement dans le laboratoire. Nous essayons de trouver des clients. Nous avons des clients, évidemment, des clients qui sont tournés vers l'avenir. Mais avez-vous des conseils là-dessus? Vous avez parlé du bouche à oreille, LinkedIn, ce type d'outils pour attirer des clients. Vous voulez que je réponde à ça? Oui. Moi, j'ai une formation en communication et en marketing. Donc, j'utilise beaucoup mes compétences dans ces domaines. Et ça prend beaucoup de temps de faire ce travail parce que bon nombre de clients ne comprennent pas le modèle 4 ou le modèle de recherche, mais ils savent que vous pouvez résoudre un problème. Moi, je vous encourage à vous concentrer sur, évidemment, LinkedIn. On n'a jamais fait d'annonce sur LinkedIn, mais nous avons eu une croissance organique grâce à des publications quotidiennes sur LinkedIn. Mais on s'est concentré sur une plateforme. Twitter, ça fait beaucoup de bruit. Si vous avez des membres d'une équipe de recherche, mettez-les sur Twitter, mais il faut se concentrer sur la plateforme où se trouvent les gens. Nous avons fait beaucoup de progrès en organisant des événements, mais aussi en nous présentant à des événements. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé avec le projet Weedy White Papers, en fait, j'avais un rêve de réaliser ce projet. Je l'ai réalisé pendant la pandémie. Ça a été un succès retentissant. White Paper combiné avec une publication universitaire et quelques outils vous donnera du contenu qui peut être reproduit continuellement. Et la dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que rien n'est trop vieux, rien n'est archaïque. Bon nombre d'entre nous travaillons avec des budgets de communication minimaux. C'est très difficile de trouver le temps de faire tout ça. On fait des résumés de projet d'une page. Parce que du point de vue de la gestion, avoir le document qui prouve la réussite d'un projet, c'est très important pour tous les partenaires. Mais certains cadres sont très bons dans la réalisation d'un projet et dans la publicité de ce projet. Nous, on n'est pas bons là-dedans. Et parfois, la valeur d'un projet est plus grande, même s'il n'est pas terminé, même si ça fait 2 ans qu'on est en train de l'élaborer. Donc, ne vous laissez pas arrêter par ces obstacles. Utilisez tout ce que vous avez pour vous mettre en valeur. On oublie que nous sommes tous et toutes des personnes avec un état d'esprit novateur. On écrit des propositions, on fait des demandes de subventions, on écrit des documents pour des organisations très évoluées. Mais si votre organisation a un problème, en fait, si l'organisation, votre client a un problème, ils ne sont pas au même niveau que vous. Donc, les choses qui se sont passées dans le passé sont toujours d'actualité. Et on peut, en fait, depuis 2009, on réutilise du matériel qui est écrit en 2009. Et en 2019, on disait les soins de santé doivent passer des faits aux outils électroniques. Ce n'est pas encore arrivé.
Donc, revenez ou retournez à ce que vous avez déjà fait, ressassez la recette, ne vous en voulez pas si vous n'avez pas mené un projet à terme et parce que vous avez encore des choses de ces projets qui n'ont pas été réalisés complètement que vous pouvez réutiliser dans votre marketing, etc. Merci. On a vu des commentaires très intéressants dans le chat. Voulez-vous ajouter quoi? Bronwyn? Oui, j'allais dire un peu la même chose. Les événements qu'on organise ont un succès retentissant. Ça nous donne une bonne visibilité. Ça nous donne des occasions de rencontrer de partenaires. Dans certains événements, on avait une centaine de participants et des fois, on mettait en commun une dizaine de projets qu'on présentait à ces événements, mais ensuite, ça faisait boule de neige et on rencontrait d'autres partenaires, des clients, etc. Donc, pour nous, en fait, on a fait un commentaire, un projet avec la Ville de Toronto, ça a fait boule de neige. Donc, s'il y a des domaines dans votre domaine avec lesquels vous pouvez établir une relation pour faire passer votre message, je crois que ça peut être très utile. Richard has a great advice about Richard a des conseils très intéressants. Organiser des tables rondes et organiser des réunions dans la communauté à tous les mois et organiser des événements d'orientation. Commencer à appeler les gens, c'est-à-dire que vous voulez participer à leur balado, créer un blog où vous recevez des invités. Donc, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ça et la réussite, mais vous allez peut-être écrire un article sur un blog. Quelqu'un va le lire quelque part. Peut-être que personne ne va le lire. Vous allez parler à quelqu'un, ils vont aller sur votre blog, ils vont le partager avec d'autres personnes, ça va faire boule de neige. Je vais répondre à la question de Ben et ensuite la question de Ray pour en parler. Donc, est-ce que vous avez créé une page pour votre CAT sur LinkedIn ou est-ce que vous utilisez vos comptes personnels? En fait, tout le service de la recherche a une page sur LinkedIn où on présente, en fait, on fait des liens vers des pages individuelles parce que nous avons du contenu très utile et on ne veut pas, c'est du contenu qui peut rejoindre plusieurs audiences. En fait, on n'a pas beaucoup de ressources, donc on essaie d'entrer les bons mots-clics dans nos publications et en fait, lorsqu'il y a de quoi de pertinent, bien, j'en fais par mon équipe et ensuite, eux, ils vont publier ça sur leur compte personnel, etc. Ray, oui, le commentaire de Ray. Oui. Ray dit une idée à propos du modèle corporatif des quatre. Oui, Ray, vouliez-vous poser votre question ou présenter votre commentaire? Oui, bien sûr. J'allais dire que quand j'étais à Red River, on pensait de créer un modèle corporatif et moi, je vous dis, si vous allez vers le modèle corporatif, comment est-ce que ça touche vos clients en matière d'admissibilité à la recherche et au développement? Parce que j'ai passé plusieurs années sur des comités de recherche et développement, consultatifs en recherche et développement. J'étais aussi avec PricewaterhouseCoopers à gérer des réclamations en matière de recherche et développement ou des demandes en matière de recherche et développement. Et si vous voulez, en fait, l'admissibilité d'un projet en RD était remis en question, sauf s'il travaillait avec un partenaire académique, surtout si ce partenaire académique avait subi des révisions par les pairs ou avait engagé un processus de subvention révisé par les pairs. Donc, c'était un des critères. Et aussi, si le milieu académique était mis en jeu, c'était un bon signe que vous étiez admissible, justement. Donc, c'est ce que j'allais dire. Si vous vous dirigez vers le modèle corporatif, vous aurez, en fait, comme au Québec, ça fonctionne. Vous pourrez demander à CCT comment ça s'est déroulé pour eux, mais si vous allez vers le modèle corporatif, avoir un partenaire académique, ça peut vous aider à demeurer admissible pour les fonds RD. Oui, en fait, nous, on est dans cette situation et je crois que c'est important que de trouver cet équilibre des subventions, des recherches rémunérées et des services rémunérés. C'est important d'avoir ces trois piliers au financement. Oui, et à l'heure actuelle, les seuls programmes qui existent encore, qui sont explicitement admissibles à la RD, ce sont les chaires
de recherche dans l'industrie. Je sais parce que je contribue à la rédaction des critères avec mon collègue Barry, qui était à McGill à l'époque, et Norman Shadow, qui était dans le programme de R&D. Je dois vous quitter d'ici parce que je dois donner une présentation à la prochaine séance. Merci. Ray raises a very valid point. Ray mentionne un point très valable. Donc, avant qu'on réponde à la prochaine question, les 2 prochaines sessions, on est dans la salle 1. En fait, la prochaine sont dans les salles 3 et 4. Donc, il va falloir sortir d'ici pour rentrer dans les salles 3 ou 4. Oui, j'ai une question. Je crois qu'on est dans la salle 2 et ma présentation sera dans la salle 2. Est-ce que je dois sortir et revenir? Vous êtes dans la salle 3, je crois, dans 3 minutes. Oui, d'accord. Ben, je vais sortir, je reviendrai. Oui, le lien Zoom est différent. D'accord, merci. Et je crois que le programme des chaires de recherche de l'industrie ont profité de cette amalgamation. Oui, de cet amalgame. Oui, c'est ce que je pensais. Donc, quand je parle de ça à Bert ou à Christine Mitsavaska, elle est avec le programme était dans le programme de RD à l'époque. Ce qu'ils disaient, que ce genre de projet était admissible implicitement. Mais moi, je serais beaucoup plus à l'aise si c'était admissible explicitement, surtout si ça peut permettre aux clients d'éviter toutes ces démarches administratives supplémentaires. Oui, on en a parlé avec CRA et le programme RD. Leur seule hésitation, c'est la nature des projets que l'on fait. En fait, les projets que l'on fait sont si variés et vastes que rubber stamp anything. que oui, qu'en fait, c'est difficile de classifier. OK. D'accord. Oui, alors c'est un bon point. À bientôt. Merci. Merveilleux. Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui a d'autres questions? Ça, c'était fantastique. Merci beaucoup, Andrew, Andrea. Merci, Brown. There's so many different ways to Il y a tellement de différentes façons de faire les choses. Je sais que je vous ai demandé une tâche herculienne, mais merveilleux pour le contenu et ça ouvre des portes à plusieurs choses. Merci, merci beaucoup. Et si quelqu'un voudrait une copie des présentations, je crois que la vidéo sera mise à votre disponibilité et je vais également vous écrire mon adresse de courriel. Merci beaucoup. Vous l'avez dans la fenêtre de clavardage. Alors, j'imagine que j'aurais dû probablement le mentionner auparavant. Il y a des outils que Accès-Tech aura une certaine utilité pour vous. Alors, laissez-nous le savoir. Nous allons monter cet outil-là pendant les prochains mois. Alors, si on peut rendre vos vies beaucoup plus faciles et puis filtrer toutes ces choses-là pour vous, nous serons en mesure de le faire pour vous aider. Merci. Everybody over in rooms 3 or 4. D'accord. Alors maintenant, nous passons à la salle 3 ou 4. Hi, thanks, Ken. Thanks, Andrew. Thanks, Brown. Merci, Ken. Merci, Sandra. Merci, Brown. Merci beaucoup.